Nous sommes le 21 novembre 2022 et c'est la newsletter numéro 2. C'est une newsletter que j'ai intitulée « Vous êtes paresseux ». J'aurais pu aussi l'intituler « On a un droit à la paresse ». Et oui, en effet, « On a un droit à la paresse », c'est une formule qui a été employée par Sandrine Rousseau, la députée EELV, Europe Écologie Les Verts, dans la matinale de France Info le jeudi 15 septembre 2022. La polémique autour de cette phrase étant retombée, je me permets de revenir sur cette expression qui appartient à une certaine tradition de pensée. Le but n'est pas d'aviver les passions politiques, mais plutôt de jeter un éclairage appuyé sur quelques références philosophiques. Alors je commence par l'idée que nous avons comme passion fondamentale le fait de ne rien faire. On peut se poser la question, le travail est-il naturel ? Rien n'est moins sûr. On trouve un pourfendeur de cette idée que le travail serait naturel en la personne de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est un auteur du XVIIIe siècle, dont je vous donne les dates. Il est né en 1712 et il est mort en 1778. Alors selon Rousseau, la première passion de l'être humain en tant qu'animal est de se conserver. L'homme cherche à se protéger, à s'alimenter, à se défendre, et sa deuxième passion est de ne rien faire. Il n'y a qu'à regarder les animaux. Une fois qu'ils sont repus, ils se reposent. C'est la vocation naturelle du travail ou de l'effort selon Rousseau. Son but originel est le farniente. Autrement dit, on travaille pour gagner les moyens de ne rien faire. On œuvre originellement pour produire des biens de subsistance, pour satisfaire ses besoins et pour se reposer. D'une certaine manière, pour Rousseau, la paresse permettrait donc de retrouver la fin naturelle du travail. En effet, elle met un terme au processus vicieux de la culture, selon lui. Ce processus consiste à accroître sans fin la production par le travail et la consommation. Je cite un extrait célèbre tiré de l'ouvrage de Rousseau qui s'intitule « Essai sur l'origine des langues ». C'est un essai qui est apparu de façon posthume en 1781. Ne rien faire est la première et la plus forte passion de l'homme après celle de se conserver. Si l'on y regardait bien, l'on verrait que, même parmi nous, c'est pour parvenir au repos que chacun travaille. C'est encore la paresse qui nous rend laborieux. Ainsi, selon Rousseau, nous ne travaillons pas pour travailler, ce qui serait absurde. Nous travaillons pour autre chose que le travail lui-même. Or, selon Rousseau, c'est la paresse qui est le moteur de notre activité. Nous cherchons à acquérir un état ou une situation où nous pourrons jouir tranquillement de ce que nous aurons acquis. Et il est vrai que quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'humain fait travailler pour lui les animaux. Il utilise le chien pour faire paître ses troupeaux, il utilise le cheval pour se déplacer ou pour labourer. Et donc, selon Rousseau, les plus grands travailleurs sont des paresseux contrariés. Ce sont des paresseux qui ne cèdent pas à leur désir de paresse et qui repoussent toujours le moment de mettre un terme à leur travail. À l'origine de leur travail, il y a bien un désir de paresse. Naturellement au travail succède le repos. Toutefois, dans le monde de la consommation, Rousseau constate un goût du luxe, du superflu, qui entraîne toujours un renouvellement du travail. Ces besoins superflus empêchent de jouir du besoin naturel de repos. Cette culture productrice est caractérisée par un cycle indéfini du travail et de la consommation. Seule la paresse permettrait de retrouver un aspect de notre état naturel. La morale du travail induite par la culture du luxe est donc un dévoiement, une perversion selon Rousseau. L'idéal serait le paradis terrestre, le pays de cocagne comme l'on dit. Ce pays imaginaire est une contrée où l'on trouve tout en abondance et sans effort, et où les seules occupations sont la gourmandise et la paresse. Le peintre Bruegel l'Ancien donne une illustration de ce pays de cocagne dans son tableau qui s'intitule justement « Le pays de cocagne » et qui date de 1567. Consommer sans produire, vivre sans travailler, ne serait-ce pas l'idéal ? En tout cas pour Rousseau, nous vivons dans un grand détournement de nos buts naturels. Le travail est nécessité par la création de nouveaux besoins qui se renouvellent sans cesse. De nos jours, un attachement maladif au travail a été désigné aux États-Unis comme une pathologie. Il s'agit de ceux qu'on appelle les workaholics. Le nom est construit sur le modèle de alcoholic. Je vous appelle le nom W-O-R-K-A-H-O-L-I-C. Ce sont des personnes, les workaholics, qui s'abîment dans leur activité professionnelle jusqu'à s'en oublier elles-mêmes et jusqu'à ne plus pouvoir en être sevrées. Cette pathologie de la société de consommation serait donc l'équivalent de ce que fut le stakhanovisme dans l'Union soviétique. Je passe maintenant à l'idée que la paresse serait une passion douce, une passion dont on peut faire l'éloge. En effet, la critique de Rousseau fut reprise plus tard dans le courant marxiste. Paul Lafargue, qui était l'un des gendres de Karl Marx, écrivit un ouvrage célèbre,
intitulé Le droit à la paresse. C'est un ouvrage dont la première version, ou la première édition, date de 1880 et dont la seconde édition date de 1883. Mais d'autres auteurs aussi ont présenté leur refus revendiqué de la morale du travail. On peut citer, parmi d'autres, Kazimir Malevich dans un livre intitulé La paresse comme vérité effective de l'homme. C'est un ouvrage qui fut écrit en 1921 et qui ne fut publié en français qu'en 1995. Eugène Marsan dans son livre intitulé Éloge de la paresse, qui date de 1926, alors c'est un essai poétique, mais on peut aussi citer un essai de Bertrand Russell qui s'intitule Éloge de l'oisiveté. Alors dans le cas de Lafargue, celui-ci critique le travail laborieux, répétitif et usant. Il dénonce la réduction biologique de l'être humain, un rétrécissement de ses forces et de ses possibilités à travers le travail. Il emploie des mots très durs, très violents à l'égard de l'organisation du travail. Il rappelle les journées harassantes de travail de 12 heures, voire de 14 heures, qui avaient prévalu au XIXe siècle. Paul Lafargue se revendique de l'Antiquité et de l'oisiveté, l'oisiveté qu'on appelait en latin otium, O-T-I-U-M. Cette oisiveté était opposée à l'activité marchande qu'on appelait negotium. Je cite un extrait de Paul Lafargue dans Le droit à la paresse. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l'homme libre. Les poètes chantaient la paresse, ce présent des dieux. Lafargue cite un vers tiré du poète latin Virgile, dans les Bucoliques, qui était un ouvrage de Virgile. Ô Mélibée, un Dieu nous a donné cette oisiveté. Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez, alors Lafargue cite justement les évangiles, contemplez la croissance des lys des champs. Il ne travaille ni ne file, et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Voilà pour cette citation de Paul Lafargue. Alors le poète Eugène Marsan loue, lui, le caractère paisible et sage de la paresse. Cette passion douce éloigne de la férocité de l'ambition, de l'envie et de la jalousie. Elle porte donc vers la modération. En effet, l'oppression des autres et la violence réclament toujours d'employer des efforts, chose que la paresse refuse. Même l'amour paresseux est louable du point de vue de Marsan. Je cite un extrait de son œuvre Éloge de la paresse. Un amant paresseux ne sera ni brutal, ni blasé, ni dégoûté, ni affolé. Déjà fidèle par habitude, il sera tendre, non par politique, mais par élection, par ce goût inné qu'il a de la volupté la plus douce. Alors enfin, on peut se poser la question, l'oisiveté est-elle vraiment la paresse? Nous le voyons, Paul Lafargue en appelle à l'otium, l'oisiveté. Toutefois, cette notion n'est pas réellement synonyme de paresse. L'otium s'oppose au negotium, à savoir aux occupations commerciales ou politiques, au travail ou aux affaires. Le negotium n'est pas nécessairement un travail pénible, qui est plutôt désigné par le terme latin labor, L-A-B-O-R. On le voit, il y a une opposition entre otium et negotium, entre oisiveté et affaire ou affairement. Toutefois, pour les latins, l'otium, le loisir, l'oisiveté, désigne deux choses différentes. D'une part, l'action. Alors l'action de l'ordre de l'oisiveté, ça peut être le jeu, la fête, la pratique de l'art, la pratique des activités culturelles. Et d'autre part, l'inaction. Alors l'inaction, ça peut être le repos, le farniente, mais ça peut être aussi l'étude, la contemplation et la méditation. Et oui, il faut être inactif pour pouvoir étudier. En effet, les activités exigeantes et les études supposent un certain effort d'apprentissage, d'exercice, de progression, d'investissement et de disponibilité. On dit parfois qu'on travaille un instrument de musique. L'oisiveté peut donc être tout aussi opposée à la paresse que ne l'est le travail. L'oisiveté peut impliquer une activité. Signalons enfin que le temps du loisir, c'est aussi le temps où l'on profite du simple sentiment d'exister. Alors on trouve dans l'Antiquité une critique célèbre du temps perdu ou dissipé dans le souci des affaires. C'est celle du philosophe latin Sénèque. Alors Sénèque, je vous en donne rapidement les dates. Il est né un petit peu avant Jésus-Christ, en 4 avant Jésus-Christ, et il est mort en 65 après Jésus-Christ. Dans son opuscule intitulé « De la brièveté de la vie », Sénèque dénonce le temps passé ou perdu à travailler plutôt qu'à jouir de la vie. Il souligne l'importance de cette perte de temps pour les humains, dévorés par les soucis, les ambitions et les affaires. Il affirme que nous avons assez de temps pour vivre, mais que nous le trouvons toujours court parce que nous le perdons en de vaines occupations ou agitations. Je cite une phrase célèbre de Sénèque, tirée donc de son ouvrage « De la brièveté de la vie » et qui se trouve, pour celles et ceux qui voudraient aller voir, dans le chapitre 7. « Rien n'est moins l'affaire des gens affairés que de vivre. Rien n'est moins l'affaire des gens affairés que de vivre. » On peut donc terminer sur certaines distinctions, alors qui sont en même temps des définitions. Je commence par le travail. Alors le travail, on pourrait le désigner, le définir comme l'effort du corps ou de l'esprit dirigé vers un but conscient. Le labeur, c'est un travail de nature pénible.
L'action, c'est un acte qui vise à réaliser un objectif, mais qui ne passe pas nécessairement par le fait de travailler un objet extérieur à nous. Par exemple, si on fait un discours, si on prête un serment, si on fait une action politique, on fait bien une action, mais on ne peut pas dire qu'on travaille un objet ou qu'on produit quelque chose au sens concret du terme. Nous venons de voir le travail, le labeur, l'action, l'activité. Qu'est-ce que l'activité? L'activité, c'est une action qui est faite avec une certaine fréquence et qui peut devenir une habitude. On a parmi ces activités, je ne sais pas, le fait de jouer au tennis, le fait de faire la cuisine par exemple. Le repos, quant à lui, c'est un peu plus simple, c'est le temps de relâchement physique et psychique. La paresse, quant à elle, on pourrait dire que c'est le consentement donné à la passivité ou l'indolence. Le loisir, enfin, c'est l'activité librement consentie qui vise des objectifs personnels d'épanouissement ou de développement personnel. Ainsi, entre le travail, le labeur, l'action, l'activité, le repos, la paresse et le loisir, il y a tout un ensemble de distinctions qu'il convient de maîtriser pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Il me reste juste le temps de vous souhaiter du travail, du repos, bien sûr, et de l'oisiveté. Merci de votre attention, bonne journée, bonne soirée.